autour du bar pour écouter l'interview de Thomas Gunzik. On le connaît parce que c'est un confrère libraire aussi, puisqu'il a commencé sa carrière chez Tropisme. Donc, et puis c'est surtout l'écrivain, pour moi, d'un des romans les plus réussis que j'ai lu depuis le mois de juin. J'ai envie de commencer en vous lisant un petit extrait. Je lis trop vite, donc vous m'excuserez d'avance. Mais... Plus près, c'est ça? Ah ouais, ça y est. Non, ça va. Au début, il n'y avait rien. Ni espace, ni lumière, ni temps qui passe. Pas d'hier, pas de demain, pas d'aujourd'hui. Pire qu'un jour de grève. Pire qu'une rupture de stock. Rien d'autre que le rien. Mais bon, le rien, c'était déjà pas mal. Le rien, ça laisse quand même des perspectives. C'est d'ailleurs seulement quand il y eut quelque chose qu'on aurait pu se dire que ça faisait longtemps qu'il n'y avait rien et que quelque chose, c'était finalement pas mal non plus. Mais le quelque chose qu'il y eut à ce moment, entre la fin du rien et le début du reste, c'était quelque chose qui ne ressemblait pas à grand-chose. Un frémissement de particules sans nom, un frétillement quantique, un hoquet d'atomes. En fait, à ce moment, ce quelque chose-là ne ressemblait à rien. Mais entre le rien et le quelque chose qui ne ressemblait à rien, il y avait une marge. Et une marge, ça, c'est déjà beaucoup. N'importe quel adjoint de manager de site le sait. Mais pour se dire ça, encore eût-il fallu qu'il y eût quelqu'un. À ce moment-là, il n'y avait personne. Et puis, à travers le quelque chose qui ne ressemblait à rien, venu d'on ne sait pas vraiment où et arrivé on ne sait pas trop comment, les choses qui ressemblaient à quelque chose sont apparues. Mais elles flottaient dans l'univers jeune, dense et brûlant, et elles semblaient n'avoir aucun dessein. C'est alors seulement qu'apparut le business plan, et les choses comprirent la raison de leur existence, et ont pu enfin commencer à s'organiser. Voilà. Ça ne donne pas une idée du roman, juste un peu du ton. Je voulais savoir, comme tu avais été libraire, quel pitch tu ferais de ton roman pour donner envie à des lecteurs de le lire? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est un roman à la fois amusant et réaliste sur les conditions de travail au XXIe siècle et la possibilité de la liberté. C'est attirant, ça fait rêver? Non, Ça pas vous donne... tellement. Il y a du sexe, il y a des poursuites, mais il y a beaucoup de sexe. Voilà, ça c'est vendeur. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Voilà, il y a du suspense, il y a du sexe, et on a l'impression d'être intelligent après, quand on l'a lu. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires vraies dedans. Donc on apprend beaucoup de choses. Des anecdotes amusantes qu'on peut replacer après dans des repas. Voilà. Le livre parfait, je vous disais. Voilà. Et tu choisis comme décor, enfin en tout cas pour le début, une grande surface. Ouais. C'était un coup de cœur Alors, l'histoire de la grande surface est très simple. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'aimais bien aller avec mes parents faire les grosses courses du samedi. On allait au GB. Et c'était un grand moment de bonheur dans ma vie parce que c'était le moment où toute la famille était réunie, papa, maman, la sœur. Et on se retrouvait là pour une sorte de but commun. C'était un peu, on n'allait pas à la messe ou quoi, mais c'était un peu comme si on faisait une activité familiale commune, tu vois. Et alors on allait dans les grands magasins et je trouvais ça vachement beau, moi, les grands magasins, des grandes allées bien illuminées, c'est l'ordonnancement des produits. Et il y avait toujours des choses à découvrir, un nouveau produit de nettoyage pour les sols ou bien une nouvelle recette de haricots. Et c'était toujours intriguant parce que tout avait l'air neuf, nouveau, mieux qu'avant. Et j'étais vachement convaincu que c'était vrai. Et donc j'aimais beaucoup ça. Et puis des années plus tard, je me suis dit que le décor d'un grand magasin pouvait faire un chouette décor de roman. Voilà. C'était une belle dramaturgie potentielle. C'est aussi une occasion de parler des abus de la société de consommation et du management. Il y a les deux. Oui, ben alors, c'est-à-dire que ce que j'aime bien quand je me lance dans un roman, c'est une fois que j'ai une vague idée de sujet, genre ici un grand magasin, c'est qu'après, pendant un an ou deux, je me documente un peu. Et donc j'ai été amené à lire des livres de marketing, à lire un peu de théorie parce qu'il y a beaucoup de théories autour de la grande distribution, avec des choses assez compliquées. Et
oui, voilà. Enfin, à la fois, il y a des gourous de la grande distribution, comme le fameux Bernardo Trulio, que personne ne connaît, qui pourtant a une empreinte sur notre civilisation qui est fondamentale. Et je vous jure que je ne dis pas des conneries. Et il y a aussi vraiment une des théories marketing sur ce qu'on appelle les zones de chalandise, la hauteur des linéaires, la largeur, enfin, plein de choses, la vitesse de déplacement d'une charrette dans un grand magasin et sur l'organisation générale d'un grand magasin. Pourquoi est-ce que quand vous rentrez dans un grand magasin, vous rentrez toujours par le côté des produits dont vous n'avez pas besoin, hein, a priori, les télés, la hi-fi, tout ça, vous n'avez pas besoin tous les jours, alors que l'eau et le pain se trouvent tout au bout, et qu'évidemment, la sortie sans achat se trouve de nouveau tout au bout. Donc comme ça, vous faites 2 fois le trajet. Et que la mise en scène est magnifique aussi, c'est un peu comme au théâtre, hein, que l'ambiance au rayon poisson sera différente de l'ambiance au rayon pain ou au rayon hygiène, et que chaque fois, tout ça est merveilleusement fait. Et donc, ça, c'était intéressant, mais qu'évidemment, derrière tout ça, il y a aussi de la violence sociale qui est assez dure, parce que c'est comme toutes les grandes organisations humaines un peu pyramidales. Le type qui est tout en haut a très très peur de perdre son travail parce qu'il y a le conseil d'administration. Vous m'avez dit quelque chose? Ou les femmes. Qu'est-ce que j'ai dit? Le type. Mais le type, pour moi, c'est un terme générique asexué, on va dire. Voilà. La personne qui se trouve tout en haut et qui, a priori, a le poste le plus enviable, a quand même très peur de le perdre, son poste enviable, parce qu'il y a généralement un conseil d'administration qui peut le virer. Et cette peur se répercute de niveau en niveau, jusque tout en bas, sur les épaules de la pauvre caissière, qui, elle, n'a personne en dessous d'elle, sauf quelquefois ses enfants qui dégustent, mais qui, elle, se prend tout le stress, évidemment, qu'il y a au-dessus, et qui, en plus, se prend l'antipathie des clients qui disent pas bonjour et qui la considèrent comme une chose. Voilà. J'étais caissier jobiste pendant quelques années, donc je sais ce que c'est de ne pas avoir de bonjour ou de revoir, ou simplement on vous donne cette carte comme ça. C'est horrible, chaque fois c'est vraiment comme une agression. Et donc voilà, ça c'était le premier signe de violence sociale, mais qui est évidemment plus subtil que ça, est plus violent, qui se traduit par différentes choses. Par exemple, que les employés ne peuvent pas se servir dans ce qu'on appelle les marges arrière, hein, tout ce qui est détruit, pourri, abîmé, ce qui n'est plus, voilà, dont la date de péremption est abîmée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre, pourquoi un employé ne pourrait pas partir avec son fromage qu'on jette, qui est dans une poubelle, il ne peut pas le prendre, sinon il est viré. Ou qui ne peuvent pas non plus aussi entretenir de relations entre eux, autres que confraternelles, on va dire, mais en tout cas pas amoureuses, c'est interdit. Donc c'est vrai, tout ça, c'était dans une émission intéressante qui était passée à France Inter il y a quelques années, une émission qui s'appelle Là-bas si j'y suis, qui est une série de Daniel Mermet. Et là, il y avait un numéro de l'émission sur la grande distribution qui était absolument terrifiant. J'ai été interrogé des directeurs, d'anciens directeurs de magasins Carrefour. Je me suis introduit sur des blogs de caissières, enfin des chats de caissières où elles se passent les conseils de magasin à l'autre pour savoir si c'est normal qu'on lui ait fait ceci, si les conditions de travail sont meilleures dans celle-là, si les horaires coupés dans tel magasin ont aussi lieu dans tel magasin. Les horaires coupés, c'est une horreur, c'est qu'on l'a fait travailler de 7h30 à 11h45 et puis elle peut rentrer chez elle. Mais après, elle doit retourner travailler de 8h du soir à 11h, par exemple. Enfin bon, bref. Voilà, donc je me suis quand même documenté beaucoup sur ça et sur plein d'autres choses. Oui. Un autre thème qui, moi, m'a frappé, je ne sais pas, il ne faut pas trop raconter non plus, je pense, mais c'est sur les abus de la génétique. Mais voilà. C'est un thème annexe, mais je trouve que ça... Alors, c'était... Je n'avais pas d'opinion par rapport à la génétique. Je ne suis pas du tout anti-OGM parce que je crois c'est un champ d'investigation qui est vraiment intéressant et qu'il y a plein de choses à tirer de ça, et que s'il faut nourrir 50 milliards de gens d'ici 50 ans ou presque, il faudra bien en passer par là. Et donc c'est intéressant. Mais c'est-à-dire qu'évidemment, quand on s'intéresse un peu à la grande distribution, on s'intéresse forcément à l'agroalimentaire, tout ça est très lié, et que si on s'intéresse un peu à l'agroalimentaire, on s'intéresse forcément aussi à la génétique et aux modifications génétiques, donc aux OGM. C'est vraiment intéressant les OGM parce qu'a priori, c'est quelque chose de plutôt positif, hein. C'est comment se servir de moins de défoliants ou d'insecticides parce qu'on a créé des modèles de maïs ou de blé plus résistants. Le gros problème, évidemment, de l'OGM, c'est qu'il est lié à une propriété intellectuelle et que donc le grain de maïs ou de blé qu'on va planter ne va pas donner l'année suivante de maïs ou de blé parce qu'il est stérile. Et donc, j'ai simplement imaginé que j'ai poussé un tout petit peu plus loin la logique, pas tellement plus loin, parce que
pour l'instant, on travaille sur l'élevage, sur la modification génétique de certaines bêtes d'élevage, les poulets, les cochons, comment les faire grandir plus vite, mieux, avec moins d'antibiotiques et en leur donnant à manger moins, ce qui est approprié, pourquoi pas. Et puis je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ne pousserait pas ça encore un peu plus loin. Donc le vivant complet serait sous copyright. Dans mon histoire, les baleines appartiennent globalement à Nike. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas aussi, par exemple, les humains, ou en tout cas une certaine partie d'entre eux, à savoir les femmes, sous copyright. Donc on les upgrade un peu, ce qui peut être bien. Dans mon histoire, il y a une fille dont les parents souffrent de maladie d'Alzheimer. Et on sait que cette maladie qui est une maladie plutôt héréditaire, si on a ces deux parents qui ont eu ça, on a de fortes chances de l'avoir aussi. Et on sait que dans les traitements de la maladie d'Alzheimer, on emploie à un moment une toxine, qui est la toxine de mamba vert. Donc ça c'est vrai, le mamba vert est un serpent très 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 venimeux. Et donc la femme en question est légèrement upgradée avec des gènes de mamba vert, ce qui fait que c'est une femme comme toutes les femmes, à part qu'elle est un peu nerveuse et un peu froide, et avec des légers reflets verdâtres, et qu'elle est surtout très désagréable. Elle s'appelle Marianne en plus. Voilà. Elle s'appelle Marianne. Voilà. Mais le héros va tomber amoureux d'une femme qui est, elle, un peu loutre. C'est quand même plus séduisant que femme serpent. D'autant que la loutre est un animal qui... C'est le seul animal qui rit. Ça, j'ai appris ça, qui rit vraiment. C'est un animal qui aime jouer, parce qu'on croit que les chats jouent, mais le chat ne joue pas. Le chat s'entraîne à la chasse. Mais la loutre joue vraiment et rit. Voilà. Et en plus, elle peut manger de tout, ce qui, dans notre civilisation, est quand même un atout. Voilà. Mais elle ne se met jamais en couple. Enfin, elle pousse des petits couinements qu'on associe au rire. Voilà. Le couinement de la loutre est proche du rire humain. Parce que quand elle joue, elle couine de bonheur. Voilà. Et elle s'appelle Blanche de Castille. Elle s'appelle Blanche de Castille. Voilà. Oui, parce qu'on parle de génétique, ça a l'air très très sérieux, mais c'est un livre, vous commencez, vous n'arrêtez plus. L'importance de la famille revient beaucoup, surtout évidemment chez les 4 frères loups. Oui. Mais il y a plusieurs cellules familiales comme ça qui ont l'air très importantes pour toi. Oui, la famille c'est bien, mais alors c'est vrai que la cellule familiale intéressante dans cette histoire-là, enfin c'est vrai ce que tu dis, j'y ai pas pensé, bon sang. C'est vrai qu'il y a le héros qui lui... malheureusement, sa mère est morte et son père est un peu perdu dans les limbes d'une espèce de pseudo-folie, voilà, de l'informatique et des jeux vidéo. Son père est complètement accro, donc il ne le voit pas beaucoup. Par contre, c'est vrai que j'avais envie d'avoir un noyau familial assez solide et qui sont issus d'une femme qui n'était pas censée avoir d'enfant parce qu'elle était stérile, donc, mais qui a quand même cassé le code. On sait qu'il y a aujourd'hui, donc c'est pas de la science-fiction du tout. Il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle le biohacking et qui cassent les codes génétiques quelquefois plutôt pour s'amuser. Il y a un artiste brésilien, j'ai oublié son nom, mais qui fait des souris phosphorescentes, juste comme ça, pour faire des sortes de l'art contemporain, et c'est très joli. Donc il croise la souris avec des gènes de mollusques phosphorescents, je pense. Enfin, en tout cas, ça marche. Il a fait un mouton comme ça aussi. Enfin bref, donc cette femme qui a pu casser son code a eu des enfants. Mais c'est des enfants, c'est un peu comme en informatique, quand on casse le code, ça donne des programmes qui ne marchent pas tout à fait aussi bien. Là, ça donne des enfants qui sont un peu loups, donc ils sont un peu velus, ils ont des dents pointues, mais ils fonctionnent en meute, donc c'est une cohésion familiale très très forte, et donc très hiérarchisée aussi, évidemment, il y a le mâle alpha et toute la... Voilà. Ils sont très séduisants. Ah, ils sont très sexy. D'ailleurs, il y aura un coup de foudre sexuel pour un... Voilà, il y a du sexe dans le livre, pour un des loups. Est-ce que tu es plutôt pessimiste pour l'avenir de l'humanité ou cynique? Comment tu te... Non, cynique, non. Cynique, c'est moche. Cynique, non. Pessimiste, oui. De toute façon, oui. Enfin, je ne comprends pas comment on pourrait être optimiste. Mais depuis le début, je veux dire, depuis les origines, j'imagine que dès le début, on s'est dit ça va mal tourner. Tout était là dans la nature humaine pour se dire que dès le début, ça allait mal tourner. Et dès le début, tous les philosophes, les historiens se disaient ça va mal tourner, ça tourne mal, c'est horrible. Et ça fait donc 5000 ans qu'on se le dit, 5000 ans que ça tourne mal, et il n'y a pas de raison que ça s'améliore. Mais vu qu'on est encore plus nombreux, c'est encore pire, parce que la probabilité de choses horribles augmente, puisqu'on est plus nombreux. Et vu qu'on se filme tous sans arrêt, on le voit encore plus. Donc on est plus nombreux et on le voit tout le temps. Je crois que ce n'est pas pire qu'avant, mais c'est juste que voilà, c'est plus souvent et qu'on le sait plus. Oui, parce que tu donnes comme solution peut-être un retour à la nature, mais oui. Alors, c'est-à-dire que c'est compliqué. C'est les loups qui sont là dans cette histoire.
ils ont deux possibilités, c'est-à-dire qu'ils sont un peu exclus de ce monde-là parce qu'ils sont nés dans une cité un peu défavorisée, donc ils sont un peu exclus du monde du travail et de par leur apparence, ils n'ont pas beaucoup de chance de se faire engager dans l'un ou l'autre job. Et donc au début, comme beaucoup de monde, je pense qu'ils espèrent, ils essayent à toute force de rentrer dans ce monde même par la force, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas gagner de l'argent, ils vont en voler. Mais on s'aperçoit que c'est un petit peu illusoire comme solution. Donc il y en a un qui commence à avoir envie de retourner vers les steppes dont ils sont, en tout cas leur hérédité est un peu issue. Peut-être que ça marche. Sinon, il reste évidemment toujours comme solution ultime de se suicider. Ce qui peut se dire, parce qu'on peut toujours se dire que c'est une source de bonheur quand même de se dire ça. On peut se dire que si c'est vraiment trop terrible, je pourrais toujours me flinguer. Donc, mais vous voyez, c'est mieux après la mort? Mais non, parce que dans mon histoire, pas. Faut pas le dire, mais c'est-à-dire que ça a été privatisé. Bref. Non, il faut le lire, c'est tout. Voilà. Je pense qu'on a donné suffisamment envie. J'ai pas envie non plus qu'on décortique trop, qu'on en fasse un truc trop intello, parce que c'est juste du plaisir. Voilà. Et alors, il y a une autre actualité, donc du bouquin à la Renaissance du livre. Magnifique photo. Il y a un truc ou quoi? Parce que c'est des endroits qu'on connaît. Il y a un truc, c'est-à-dire qu'il faut y aller très tôt. Il faut y aller entre 5h et 6h30 du matin. C'est-à-dire que c'est une heure où tous les gens qui vivent la nuit sont partis et où tous les gens qui vivent le jour ne sont pas encore là. Et donc, c'est des heures où il n'y a personne. Et on redécouvre, en tout cas, moi, j'ai redécouvert les rues de Bruxelles et des grandes et belles perspectives sur des grandes et belles avenues ou des petites rues, mais en tout cas des choses qu'on voit toujours que lourdement encombrées, donc on ne voit pas. On voit que le pare-choc de la personne qui est devant soi. Et là, moi, j'ai découvert une ville que je trouvais très belle. Tu les donnes aussi avec un certain relief. Il y a, je sais pas, il y a des fils. C'est l'artiste, quoi. Ouais, magnifique. Voilà. Venez feuilleter aussi, ça donne envie. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a envie de poser des questions ou. Anne. Alors, vous étiez romancier avant de travailler au jeu des dictionnaires ou d'écrire vos textes pour le Café Serré. Mais est-ce que ce type de texte a influencé votre écriture romanesque? C'est une très bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. En fait, j'en sais rien. J'aurais tendance à dire non, que c'est deux types d'écriture très différents. Le Café Serré, c'est quasi, enfin ça a été, maintenant j'ai un peu ralenti, mais c'est quasi quotidien. C'est sur l'actualité, donc c'est quelque chose où généralement j'ai une poignée d'heures pour le faire. Donc pour moi, ça reste de l'écriture jetable, qui est valable dans l'instant où c'est lu. C'est de l'écriture pour être lue aussi, et pas pour être relue. Parce que c'est souvent, enfin, quand je me relis, quelquefois j'ai un peu honte. Et quelquefois quand je me lis la première fois aussi. Donc, il y a l'ambition littéraire, entre guillemets, tout ça, elle n'est pas présente. C'est quelque chose qui doit fonctionner. C'est quelque chose pour les gens qui sont dans leur salle de bain, qui se brossent les dents, dans les embouteillages, qu'on dépose des enfants, il y a du bruit. Donc, c'est quelque chose qui doit fonctionner comme ça. Voilà. Et peut-être que le lien entre les deux, c'est un lien par défaut. C'est-à-dire que quand j'ai écrit trop de Café Serré, je me sens un peu frustré de l'écriture qui prend le temps. Et donc, je me remets peut-être avec plus de plaisir dans l'écriture littéraire, où je sais que je n'ai pas de contingence de temps, ou que je peux prendre 2 ans ou 3 ans pour travailler mon livre, et que je le travaille plus en pleine conscience. Alors, voilà. D'autres questions? On va préparer la séance de signature, alors. Merci. Merci beaucoup.